il y a eu jusqu'à 8000 personnes qui sont parties et qui ont fait leur alia. Donc, je dirais que c'est un processus normal quand on vit un attentat aussi important sur le plan psychologique, avec les répercussions psychologiques qu'a pu avoir l'attentat de l'Hypercacher, comme l'attentat de l'école aux Aratora en 2012. En revanche, je crois que on ne fait pas son alia sur le coup d'un problème sécuritaire, même d'un attentat. Maître Elie Korchia, Shavuot. Shavuot. Vous êtes le président du consistoire central et bien entendu, la journée de demain, cette journée du 9 janvier est une journée extrêmement difficile, on va dire comme les journées qui ont précédé du 7, du 8 et du 9 janvier, qui restent gravées dans la mémoire, on va dire, collective des Français, en particulier aussi dans la mémoire des Juifs de France, de la communauté juive en France et même des francophones en Israël. Je voudrais tout d'abord vous demander où étiez-vous le 9 janvier 2015, il y a 7 ans, lorsque la prise d'otage a commencé à l'Hypercacher de Vincennes? J'étais à mon cabinet. J'étais à mon cabinet, Daniel, et quand ça s'est passé, effectivement, j'ai été informé très rapidement et j'ai suivi évidemment minute par minute ce qui s'est passé depuis mon cabinet. Je suis ensuite rentré très rapidement chez moi, à mon domicile, et j'ai suivi donc ensuite tout ce qui s'est passé jusqu'au dénouement. Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que l'on a pu ressentir pendant ces heures terribles, la prise d'otage, l'assaut et puis l'issue dramatique avec la mort de 4 des otages? Bon, je crois qu'on était évidemment dans l'effroi, la surprise, parce qu'on savait qu'effectivement nous étions dans une semaine, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, nous étions dans une semaine extrêmement compliquée avec la tuerie de Charlie Hebdo 48 heures avant, l'attentat de la Porte de Montrouge, dont nous n'avions évidemment pas les tenants et les aboutissants, puisqu'il y a d'ailleurs une part d'ombre qui reste jusqu'à aujourd'hui, mais déjà à l'époque, nous nous doutions bien qu'un attentat comme cela, avec une policière tuée suite à un accident fortuit de la circulation à 200-300 mètres d'une école juive, effectivement, ça ne pouvait que nous interpeller. Donc, nous étions déjà dans une situation extrêmement tendue. Et l'Hypercacher, évidemment, cette prise d'otage dont nous avons évidemment appris ensuite comment les choses s'étaient passées à l'intérieur. Déjà, à partir du moment où la prise d'otage a démarré, nous étions vraiment dans une angoisse et dans un climat particulièrement anxiogène. Alors, rappelez-nous un peu aussi l'état d'esprit, comment la communauté juive a réagi à ce moment-là, à ces événements tragiques. Il y a eu tout de suite après le 11 janvier avec le grand rassemblement. Il y a eu la synagogue de la Victoire avec les personnalités, Binyamin Netanyahou qui était présent, c'était le 11 janvier 2015. Comment avez-vous senti les Juifs de France à ce moment-là? Alors moi, d'abord, il faut savoir qu'effectivement, il y a eu un retentissement exceptionnel dans le monde entier suite à cette semaine-là, ces 7, 8 et 9 janvier. En ce qui me concerne, j'avais fait immédiatement le rapport et je l'ai expliqué ensuite d'ailleurs en tant qu'avocat dans le procès des attentats justement de janvier 2015 qui a eu lieu l'année dernière. J'avais fait un parallèle avec les attentats qui s'étaient déroulés en France 3 ans plus tôt, en mars 2012, à la fois à Toulouse et à Montauban, puisque vous savez que j'avais participé donc à ces procès, le premier et le second procès où nous avions d'ailleurs assisté, accompagné les parties civiles, et en ce qui me concerne, Samuel et Myriam Sandler. Et j'avais fait le parallèle parce que, Daniel, si vous regardez bien les choses, en mars 2012, il y a des soldats qui sont tués dans un premier temps à Toulouse et à Montauban. Et il y a un troisième attentat dans la série d'attentats qui se termine à une école juive avec 4 personnes qui sont tuées dans l'école juive. Et c'est une trilogie sinistre d'attentats qui se termine par 4 personnes juives tuées. Et en 2015, vous avez à nouveau une trilogie d'attentats qui démarre non pas avec des soldats cette fois-ci qui défendaient la liberté, mais avec des journalistes, avec des dessinateurs, avec la rédaction de Charlie Hebdo qui se trouve décimée le 7 janvier. Donc là, c'est la liberté de penser qui est atteinte. Et puis ensuite, un deuxième attentat le 8, et ça finit par un troisième attentat qui vise encore une fois la communauté juive, et avec encore une fois 4 victimes juives qui meurent le 9 janvier.
Et donc, immédiatement, dès cet attentat de l'hypercachère, je n'ai pas pu. Et puis, évidemment, le 11 janvier, vous avez raison de le souligner, avec cette manifestation internationale qui va toucher le monde entier, avec des dignitaires, des représentants, des dirigeants du monde entier qui vont venir à Paris. Eh bien, en ce qui me concerne, je me dis à ce moment-là que s'il y a cette manifestation nationale, c'est évidemment par rapport aux trois attentats qu'on vient de connaître, mais surtout par rapport à Charlie Hebdo, soyons très clairs, parce que l'attentat de Charlie Hebdo a résonné avec une force, une puissance particulière, malheureusement, si j'ose dire. Et je me dis quand même qu'en mars 2012, nous avions l'an zéro du nouveau terrorisme qui frappait en France, qui tuait en France, et qui venait de tuer de nouveau sur le sol parisien cette fois-ci, après avoir frappé Toulouse et Montauban. Et je me dis dès cet instant-là, Daniel, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit lors du procès quelques années plus tard, lors du procès des attentats de janvier 2015, je me dis véritablement que si la France et le monde entier a peut-être pris plus conscience de ce qui se passait, du danger terroriste en janvier 2015, manifestement, eh bien les victimes juives quand même, et les victimes tout court, hein, de mars 2012, étaient trop longtemps restées dans l'angle mort de notre conscience collective. Et donc je fais tout de suite le parallèle avec ce qui s'était passé en mars 2012. Parce que janvier 2015, c'est la suite de ce qui s'était passé en mars 2012. Et mars 2012, c'est la matrice du terrorisme qui tue dans notre pays et qui va tuer en janvier 2015. Et vous le savez bien évidemment, quelques mois plus tard, en novembre 2015, avec les attentats du Bataclan et des terrasses à Paris. Alors, on va revenir sur les victimes, en tout cas les otages qui ont été rescapés, que vous avez défendus aussi devant la justice française. Je voudrais savoir, quand vous parlez, vous faites ce parallèle entre 2012 et 2015, est-ce que vous pensez que le silence de 2012, après l'attentat de Toulouse, après le massacre de l'école Ozar Hatorah, il a permis indirectement, entre guillemets, ce qui s'est passé en 2015? Non, 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 pas du tout. Non, non, je ne pense pas du tout que le silence ait permis ce qui allait se passer en 2015. Je crois que c'est un processus international, un processus d'organisation terroriste qui, entre 2012 et 2015, rappelez-vous, au niveau de la géopolitique, hein, et de l'implantation des mouvements terroristes, notamment dans les zones syrio-afghanes et pakistanaises, on a effectivement un mouvement terroriste qui se développe à ce moment-là très fortement. Non, c'est tout simplement qu'en mars 2012, lorsque nous avons un terroriste français qui s'est formé sur place dans les zones de combat et qui revient ici en France et qui tue des militaires et qui tue des soldats donc, et ensuite des enfants et Jonathan Sandler, Arié Gabriel et la petite Myriam Monsonego à l'école de Toulouse, eh bien non, ce qui se passe, c'est que je crois que sur le plan national, il y a évidemment beaucoup de personnes qui sont choquées, mais on ne descend pas collectivement dans les rues dans toute la France. Il n'y a pas de manifestation à Paris, place de la République par exemple, ou à la Bastille. Il n'y a pas de manifestation nationale parce qu'on croit que c'est un acte ciblé où ce sont des militaires qui ont été touchés. C'est un petit peu le risque du métier quand on est soldat et des juifs qui ont été tués dans une école. Et donc, c'est un des risques qu'il peut y avoir parce qu'on avait connu il y a X années des attentats aussi qui avaient visé la communauté juive. On ne se rend pas suffisamment compte dans le grand public, dans la société française en général, que ce qui se passe en mars 2012, c'est le précurseur de ce qui va se passer en 2015 et que toute la France est visée, que chaque Française, que chaque Français est visé. Et ça, en mars 2012, je crois qu'on a un manque de prise de conscience. Alors, ce n'est pas pour ça, Daniel, que les attentats de janvier 2015 ont eu lieu ensuite. Bien évidemment que non. Mais très sincèrement, je crois que la prise de conscience générale, eh bien malheureusement, il faudra attendre janvier 2015. Et soyons très clairs, la tuerie de Charlie Hebdo et ensuite Oui. les deux autres attentats. Oui, et c'est toujours une question que l'on se pose, et surtout quand on vu d'Israël, on a surtout l'impression que c'est Charlie Hebdo qui a été le détonateur, qui a déclenché, on va dire, la réaction populaire, plus de Charlie Hebdo que l'hypercachère. L'hypercachère s'est engouffré, si je peux dire cela, dans la série d'attentats qui ont mobilisé la France. Mais il n'est pas certain que l'hypercachère sans Charlie Hebdo, eh bien, ça aurait mobilisé autant de gens le 11 janvier 2015. C'est évident, c'est évident. La prise de conscience, je dirais, nationale et internationale, elle est due, il faut le reconnaître, il faut être lucide sur la situation par rapport à l'attentat de Charlie Hebdo. C'est évident. C'est une évidence. Par contre, si vous me le permettez, peut-être une remarque de plus. Il y a quand même eu des progrès entre 2015 et aujourd'hui, par contre. Parce que regardez, Daniel,
On parlait surtout du procès Charlie Hebdo en 2017, 2018, avant le procès de 2020. Quand on entendait beaucoup vos confrères hein, dans les médias ici en France, on parlait beaucoup le procès Charlie Hebdo qui va avoir lieu en 2020. Et quand vous regardez ce qui s'est passé quand même, je crois qu'on a remis avec mes confrères, mes consoeurs, avec évidemment les journalistes qui ont fait leur travail l'année dernière pendant tout le procès qui a eu lieu, ce procès fleuve, ce procès historique qui a duré plus de 3 mois. Vous avez remarqué quand même qu'on a remis l'affaire, l'attentat de l'hypercacher au cœur du dossier criminel, au cœur du dossier des assises. Et tous les journalistes qui ont suivi ce procès, d'ailleurs en France comme dans le monde entier, je me rappelle au procès, il y avait des journalistes, pas seulement d'Israël, mais du Danemark, de l'Europe tout entière, eh bien, on a parlé du procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, hypercacher. Et ça, je crois quand même que le procès nous a amené à une prise de conscience de la nécessité de juger l'antisémitisme meurtrier et terroriste. Et vraiment, aujourd'hui, je crois quand même que l'évolution qu'il y a eu depuis 2015, c'est que certes, la prise de conscience collective et nationale a été due à l'attentat de Charlie Hebdo, vous avez raison, mais clairement, depuis, on est vraiment sur une prise de conscience sur les deux attentats, avec évidemment au milieu celui qui a coûté la vie à Clarissa Jean-Philippe. Alors, les rescapés de la prise d'otage, on pense souvent à Sari Ziboni qui a fait son alia, qui vit aujourd'hui en Israël. Elles ont été satisfaites du verdict de l'année dernière, qui doit Oui, être oui, oui. placé en appel, je crois. Alors, pour redire simplement à celles et ceux qui nous écoutent, bien évidemment, très, très rapidement, il y avait 14 personnes qui étaient poursuivies dans le procès des attentats de janvier 2015 pour des infractions diverses, hein, d'ailleurs, hein, des crimes et des délits différents les uns des autres, mais 14 personnes, 3 qui étaient jugés par contumace puisqu'ils ne sont pas en France, ils ont pris la fuite. Ils sont sur zone de combat donc en Afghanistan, au Pakistan, enfin dans toute cette zone-là. Les frères Beloussine qui étaient complices présumés donc des terroristes et dont on peut penser qu'ils sont morts, mais nous n'avons pas de certitude. Donc évidemment, ils ont été jugés en leur absence et ils ont été condamnés. Et Ayad Boumedienne, l'ex-compagne, qui était la compagne d'Amédi Koulibaly, le terroriste meurtrier, donc le meurtrier de l'hypercacher, qui a pris la fuite et donc qui, elle, n'a pas été retrouvée, mais dont on pense qu'elle est vivante d'après les services de renseignement et qui a été aussi condamnée. Les 11 autres accusés qui étaient dans le box ont tous été condamnés. Aucun n'a été acquitté dans cette affaire. Ils ont tous été condamnés à des peines différentes selon selon les crimes et délits qui leur étaient reprochés. Et donc, oui, on a une justice qui est passée, qui a eu des décisions qui ont été reconnues par tout le monde, d'ailleurs, hein, des décisions qui étaient vraiment des décisions de justice qui ont paru logiques par rapport au procès que nous avions vécu selon les différents accusés. 9 n'ont pas fait appel sur 11, ce qui est très important quand même, puisque ça veut dire que pour ces 9 personnes qui n'ont pas fait appel, les accusés ont été définitivement condamnés pour les actes qu'ils avaient commis à ce jour, et 2 accusés qui ont pris les peines les plus importantes ont décidé d'interjeter appel. Donc la cour d'assises spécialement composée jugera cette affaire en appel au mois de septembre prochain, à partir du 12 septembre d'ailleurs, et je serai bien évidemment à ce procès pour continuer à porter la parole et à accompagner. On ne défend pas des parties civiles, on défend des accusés, mais pour accompagner les 2 parties civiles, Zari Siboni et Andrea Chamac, les 2 jeunes femmes, 2 jeunes filles qui avaient 20 ans et 22 ans au moment de l'attentat de l'hypercacher, qui ont vécu 4 heures et 4 minutes d'enfer à l'intérieur du magasin face aux terroristes et qui ont eu la vie sauve et qui vivent, comme vous l'avez rappelé, Daniel, depuis toutes les 2 à Jérusalem. Alors justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que finalement, vu de Jérusalem encore une fois, l'année 2015, ça a été l'année d'un bond incroyable au niveau de l'Alia des Juifs de France. Près de 8000 Juifs de France ont fait leur Alia pendant cette année 2015. Vous pensez que c'est une forme de cassure pour la communauté juive de France, la réaction de la communauté de ces Juifs de France qui ont dit nous ne sommes plus en sécurité en France, nous devons partir, ou dont en fait, la démarche, la volonté de faire leur alia a été on va dire, accentuée et affûtée par ce qui s'est passé en janvier 2015? Je crois qu'il est tout à fait normal. Il y a beaucoup de réponses en fait dans cette question. D'abord, il y a une démarche normale, logique, humaine. Quand on a vécu les attentats qu'on a vécu en France en 2012,
et que la communauté juive avait été endeuillée par cette cicatrice qui reste encore vive de l'attentat de l'école aux Torah. Vous savez que pas tout de suite après, mais dans les 2 ans qui avaient suivi, il y avait déjà eu une augmentation de l'ALIA Mhm. avec un certain nombre de familles qui avaient décidé de quitter la France et de partir en Israël. Et ensuite, en 2015, lorsqu'il y a eu les attentats que nous avons connus dans notre pays, il y a eu effectivement une augmentation importante de l'ALIA, puisque aujourd'hui, on est revenu à des chiffres de l'ALIA, je dirais, plus ou moins habituels, Daniel, hein, environ 3000 personnes par an. Là, vous avez raison de le dire, après les attentats de 2015, il y a eu jusqu'à 8000 personnes qui sont parties et qui ont fait leur ALIA. Donc, je dirais que c'est un processus normal quand on vit un attentat aussi important sur le plan psychologique, avec les répercussions psychologiques qu'a pu avoir l'attentat de l'Hypercacher, comme l'attentat de l'école aux Torah en 2012. En revanche, je crois que on ne fait pas son alia, et je le dis régulièrement, sur le coup d'un problème sécuritaire, même d'un attentat. Pourquoi? Nos sociétés occidentales sont effectivement en prise avec le terrorisme. On le sait. Et ce n'est pas quand on vit à Jérusalem, à Tel Aviv ou en Israël qu'on ne sait pas ce qu'est les mouvements terroristes qui veulent atteindre la vie de citoyens et de civils. Je crois que ce qu'il est important de se dire avant tout, c'est que on fait son alia, et c'est ce que je dis très régulièrement, parce qu'on a un idéal et qu'on part avec un idéal de vouloir vivre en Israël, de vivre sur la terre d'Israël, de construire un avenir pour ses enfants en Israël. Mais effectivement, ceux qui ont… Alors, ce n'est pas une raison pour dire que ceux qui sont partis après 2012 ou après 2015, leur situation n'était pas tout à fait compréhensible. Évidemment, il y a cette difficulté. Mais encore une fois, le combat qu'on doit mener contre ceux qui prônent le terrorisme ou évidemment une logique islamiste ou djihadiste, eh bien, c'est ceux qui s'attaquent à nos sociétés occidentales. Mais on sait bien que la France, comme d'autres pays, comme d'autres sociétés, eh bien, sont visés par ces mouvements terroristes. Et ce combat que nous menons, eh bien, on le mène en France contre la mouvance radicale, contre les terroristes, mais je sais on le mène aussi dans d'autres pays et nous sommes un petit peu tous menacés, il faut comme le savoir. Et ce combat que nous gagnerons, évidemment, même si c'est le combat de toute une génération, ce combat contre le terrorisme que nous vivons actuellement, contre ces terrorismes djihadistes, effectivement, que nous gagnerons, eh bien ce combat, nous devons le mener tous ensemble. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est normal qu'il y ait cette poussée à ce moment-là du nombre d'alias. Mais encore une fois, quand je pense à l'alia et quand je parle de l'alia et de l'accompagnement de l'alia, je dis toujours attention. Une alia réussie, ce n'est pas seulement partir parce qu'on croit que la situation sécuritaire est difficile. Parce que quand on va en Israël, il ne faut pas croire non plus, et vous le savez parfaitement bien, qu'on va arriver dans une situation où il n'y a pas de problème sécuritaire. Évidemment que non. Donc attention, quand on parle d'alia aussi, et je le fais souvent, il faut vraiment avoir, je souhaite que l'alia soit toujours vue d'un côté, avec un côté positif et avec un côté d'idéal de vivre en Israël, non pas dans un côté négatif de prendre la fuite par rapport à un souvenir douloureux d'attentat, parce que les attentats, on peut malheureusement en avoir partout, qu'on vive à New York, qu'on vive à Paris ou qu'on vive à Jérusalem ou Tel Aviv. Une dernière question, Elie Korchia. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est toujours omniprésent et qui est sur la bouche de tous les responsables de la communauté juive de France, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme est toujours présent. C'est aussi un combat et c'est certainement l'un des grands combats de la communauté juive aujourd'hui. Comment fait-on pour essayer de juguler un phénomène qui continue à se développer de diverses manières, que ce soit sur les médias, dans les réseaux sociaux, même dans une campagne politique Très simplement, je vais vous répondre très simplement, de façon rapide. Vous savez que c'est un sujet qui me touche particulièrement et dans mon mandat de président du Consistoire de France, vous savez que j'ai fait de la lutte contre l'antisémitisme et pour la sécurité des Juifs de France un axe majeur de ce que je souhaite faire en tant que président du Consistoire de France dans mon action quotidienne. Eh bien, il y a 3 façons d'agir. La première façon, c'est déjà en amont. Et il y a un très gros travail avec des discussions qui sont menées aujourd'hui au niveau de l'État avec l'éducation nationale. Il faut que nous ayons un travail éducatif, que nous soyons relayés avec les rectorats, avec l'enseignement. Et ça, j'essaye de jouer mon rôle et d'autres jouent leur rôle pour qu'on puisse faire des séminaires, pour qu'on puisse faire des actions éducatives avec des lycéens, dès le collège et le lycée, pour que ce travail éducatif puisse faire en sorte que l'on puisse expliquer davantage et mieux eh bien, ce qu'est l'antisémitisme et combattre l'antisémitisme d'abord à la racine, c'est-à-dire là où l'éducation nationale doit jouer son rôle. Ensuite, il y a la police, l'aspect répressif,
il faut effectivement il y a eu beaucoup de progrès, vous savez, dans le traitement des plaintes, la tolérance zéro. Dès qu'il y a un acte antisémite, il ne faut pas croire que c'est un petit acte banal parce qu'il y a eu une boîte aux lettres vandalisée et qu'on ne va pas déposer plainte. Chaque acte antisémite doit donner lieu à une plainte et à des poursuites. Donc là, il y a eu un très gros travail qui a été fait d'ailleurs en partenariat avec les services de police de notre pays. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les plaintes sont déposées et donnent lieu à des poursuites. Et puis ensuite, il y a effectivement le travail de justice, Daniel. Et la justice doit pouvoir, sur tous les dossiers qui touchent à l'antisémitisme, être suffisamment forte, suffisamment ferme et traiter les dossiers comme il se doit. Et si je peux me permettre, on verra ce que donnera en tout cas le procès en appel. Je crois que ça a été un bon exemple de l'antisémitisme qui a été jugé et bien jugé dans le cadre du procès des attentats de janvier 2015. Merci beaucoup, Maître Élie Corchia, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir, à la veille donc, de cette journée du souvenir du 9 janvier. Il y aura de nombreuses commémorations, en particulier une commémoration dans l'après-midi, donc dimanche après-midi à Paris. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Shavua Tov et bonne continuation. Daniel, si vous me le permettez, Daniel, juste un dernier mot. Je ne voulais pas qu'on finisse cet entretien que nous avons eu ce soir sans évoquer, sans dire le nom des 4 victimes à qui on pense très très fort ce soir, bien évidemment. Les victimes, évidemment, qui sont tombées à Charlie Hebdo, à Clarisse Jean-Philippe. Et si vous me le permettez, je voulais terminer en rappelant le nom et le souvenir béni de ces quatre hommes qui sont tombés dans l'hypercachère face aux terroristes. Philippe Braham, Yoav Attab, Yohan Cohen et François-Michel Sarr. Encore, Maître Élie Corchia, d'avoir été avec nous ce soir. Et bonne continuation. À bientôt. Shavua Tov. Shavua Tov.